pour être tout à fait honnête, quand je me suis dit que j'allais devoir t'interviewer, je me suis dit, mais ça va être super dur de faire des parallèles entre le monde de l'informatique et l'architecture. Et en fait, il y en a plein. C'est incroyable. Ouais, j'ai eu 4 ans pour les faire. Mais... Salut, ça faisait longtemps, dis donc. Bienvenue dans Drop the Kutch, le podcast qui répertorie les débouchés possibles après un diplôme d'architecture. Je suis Sam Afshar et j'enregistre cette introduction quelques semaines après l'interview qui va suivre, ce qui me permet de vous présenter mes excuses pour ma voix qui est un petit peu cassée dans cet épisode, pour cause de lendemain de soirée tout simplement. Mais assez parlé de ma voix, parce qu'aujourd'hui je vous propose de jeter une oreille du côté du développement logiciel avec Léon Hollander, ou hollandais, je ne sais pas, qui est software engineer à Barcelone. Salut Léon, comment est-ce? Oui bien, gracias. Merci de m'accueillir. Salut à tous. C'était mes limites en espagnol, voilà. On a atteint tout mon panel de compétences. Alors, pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, s'ils sont encore là après ma longue absence, tu as été diplômé de l'INSA de Strasbourg en 2017, et ensuite, tu as fait un début de parcours assez classique. Donc, juste après ton diplôme, tu as intégré une agence d'architecture à Strasbourg, mais au bout de 9 mois, retournement de situation, ou plot twist, comme disent les jeunes, demi-tour complet, tu as fait une petite formation pour faire du développement logiciel. Et donc ensuite, pendant 3 ans, tu as intégré une entreprise de sécurité informatique. En septembre cette année, tu as rejoint une autre entreprise où j'ai pas très bien saisi ce qu'elle faisait. Mais voilà, maintenant, depuis 3 ans et demi, tu fais du développement de logiciels et plus du tout de l'architecture. Et donc dans des sujets qui ne sont même plus liés à l'architecture. Ouais, donc, c'était un bon résumé. Donc, première question assez évidente, pourquoi ce retournement de situation après 9 mois en agence, pourquoi cette reconversion dans le développement de logiciels? Essayer autre chose, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête avant même de commencer dans cette agence. Et je me voyais... Donc j'ai fait une année de césure, ça je sais pas si tu l'avais noté, entre la A4... Après ton diplôme? Avant mon diplôme. Ah non, donc avant mon diplôme, entre la A4 et la A5, j'ai fait un an de césure, 2 stages au Danemark. Et déjà là, je me posais des questions sur le fait de est-ce que je veux travailler en agence toute ma vie sur le long terme, et peut-être pourquoi pas essayer autre chose à un moment. Et après quelques mois en agence après mon diplôme, moi j'ai décidé d'essayer ça, et finalement je continue à faire ça. Mais du coup, le développement de logiciel, t'avais une appétence pour ça à la base, ou alors c'est vraiment par hasard tu t'es dit j'aimerais bien essayer ça, c'est un métier qui est un petit peu en vogue, tout ce qui est informatique, du coup allons là-dedans. Je pense que tu vois, il y a les deux en fait. C'est que j'avais déjà une appétence pour ça, déjà parce que j'en avais déjà fait adolescent, un petit peu en prépa aussi. Même en archi, je faisais beaucoup d'architecture paramétrique, algorithmique, etc. J'avais écrit un mémoire dessus. Et c'était un truc qui me plaisait, qui me plaît. On va rester au présent beaucoup. Et il y a aussi la question de la facilité. C'est, je pense, quand même le métier de développeur, entre guillemets, c'est quelque chose, c'est facile de faire une reconversion dedans. Parce qu'en fait, t'as une sorte de rapport de force asymétrique, si on peut dire ça comme ça. En fait, le besoin de développeur, il est tellement énorme, et le nombre de gens diplômés est tellement insuffisant, que du moment qu'en fait que tu sais faire, c'est possible de trouver un job. Donc ça fait en fait que c'est plus facile je pense, de passer d'architecte à développeur qu'un développeur qui veut faire architecte sans faire la formation adéquate. Même si d'ailleurs c'est pas possible, il faut avoir le diplôme pour être architecte. Mais du coup, je pense que dans le métier d'architecte, le nombre de tâches que tu peux faire, il est extrêmement varié. Et ça, c'est une force du métier d'architecte, tu vois. Mais pour moi, il n'y en avait qu'une petite partie qui m'intéressait vraiment, c'était la partie de la conception. Et tu te rends compte qu'en agence, en fait, le métier d'architecte, tu fais de la gestion, tu fais de l'administration, et cette partie, c'est 5% environ, tu vois. Et donc, ce changement de carrière, c'était aussi faire en sorte que sur une journée type, maximiser le nombre de tâches intéressantes que je fais. Ouais, mais j'avais justement... c'est une des questions que j'avais notées, c'est justement... C'est peut-être pas tout à fait clair encore pour tous ceux qui écoutent ce que c'est une journée type d'un architecte. Je sais pas si tu veux le développer avec ton expérience en 9 mois, mais du coup, concrètement, c'est quoi maintenant ta journée type en tant
je sais pas si développeur c'est ton métier ou alors si software engineer c'est un rang au-dessus ou pas. Tu veux que je t'appelle comment, développeur ou software engineer? Alors ça, c'est tout un débat, mais en gros, software engineer ou développeur ou programmeur, c'est plus ou moins interchangeable. C'est plus une question d'ego. Ouais, alors, c'est vrai que engineer, il y a toujours un côté un petit peu plus... ça sonne mieux, ouais. Mais au quotidien, ouais, il y a vraiment de différence. Mais pour revenir à la question, en gros, le software engineer, ce qu'il fait, c'est qu'il va concevoir et implémenter des systèmes informatiques sous forme de programme, c'est ce qu'on appelle du coup le software. Je précise ce que c'est sous forme de programme parce que la contrepartie du software, c'est le hardware. Donc le hardware, c'est tous les éléments physiques de l'ordinateur, le processeur, la mémoire. Ça, c'est ce qui permet à l'ordinateur de fonctionner et qui vraiment effectue le travail. Et le software, c'est les instructions qui explicitent à l'ordinateur comment fonctionner. Donc si on simplifie, le software engineer, il va traduire un besoin humain dans un langage que l'ordinateur puisse comprendre dans la fin de concevoir des systèmes informatiques. Et il va aussi s'occuper de la maintenance de ces systèmes. Donc finalement, il y a quand même un parallèle qu'on peut faire avec le métier d'architecte, tu vois, c'est la conception et c'est... Ouais, mais c'est justement, c'est quoi le ratio de tout ça? C'est quoi le ratio dans ton métier de... Clairement, en fait, tu fais de la conception, donc sur le papier, tu réfléchis à ton programme. Je sais même pas si tu le fais en langage algorithmique. Je sais pas comment on se pose pour réfléchir à un programme informatique, si on fait des boîtes, qu'on relie un truc hyper visuel. On peut faire ça. Et ensuite, quel est le ratio de ça? Quel est le ratio de maintenance, donc qu'on pourrait mettre en parallèle avec tout ce qui est suivi de chantier, on va dire. Et ensuite, l'implémentation, enfin le codage en lui-même, qu'on pourrait mettre en parallèle, j'imagine, à faire de l'AutoCAD toute la journée, quoi. C'est quoi un petit peu le ratio de toutes ces tâches Alors ça, c'est une question, elle est vachement intéressante, tu vois. Je pense que la principale différence entre un architecte qui du coup s'occupe de bâtiments et qui du coup s'occupe de l'espace et un software engineer ou un développeur, c'est que l'architecte, le bâtiment, il va d'abord le concevoir de A à Z sur le papier, et ensuite, il y aura une phase de construction. Donc, tu vois, il y a 2 temps séparés. Alors qu'en informatique, c'est plus un processus itératif. En général, tu commences toujours par quelque chose de simple, mais le système, il évolue en quelque chose de très complexe, et tu viens ajouter ou enlever des choses, mais c'est jamais fini, entre guillemets, tu vois. Donc, il y a beaucoup plus d'itérations. Ça serait comme de l'urbanisme, finalement. Si j'essaie vraiment de forcer mes analogies. Je pense que c'est une bonne analogie parce qu'on pourrait dire qu'un système informatique, c'est composé de beaucoup de systèmes interconnectés, et que peut-être un système informatique isolé, ce serait un bâtiment, mais qu'un système comme on en fait actuellement, ce serait une ville. Donc mon analogie n'était pas foireuse. Et c'était une bonne analogie, ouais. Du coup, je pense, comme on a dit, une ville ou un bâtiment, c'est un système qui du coup a t'as des interactions avec le système structurel, l'isolation, la manière dont les gens se déplacent dans le bâtiment. Et donc un système informatique, le software, c'est aussi un système. Donc la manière de penser entre les deux métiers, elle est similaire, mais la différence, c'est que les connaissances dures qui informent cette manière de penser, elles ont rien à voir. Enfin, on va plus penser en termes de distance, de surface, de volume ou d'espace. On va penser en termes de vitesse d'exécution, de mémoire, de flux de données. Mais c'est assez amusant parce que je pense que l'informatique aussi, elle s'inspire beaucoup d'autres domaines, comme c'est un domaine vraiment jeune, tu vois, genre, 50 ans, on va dire, 50-60 ans. Donc par rapport à d'autres domaines de l'ingénierie ou de l'architecture, c'est extrêmement jeune. Et donc il y a une vraie inspiration d'autres domaines. Donc on parle aussi de software architecture. Et il y a des software architectes. Ouais, quand on fait des recherches de stage, la moitié du temps, quand on tape architecte sur LinkedIn, c'est des trucs software architecte qui n'ont rien à voir. Ouais. Donc j'ai des alertes de software architecte dans les emplois LinkedIn, c'est un vrai bonheur. Mais justement, quand tu parles de connaissances dures, t'as dit que t'avais fait de la programmation quand t'étais plus jeune, au lycée ou au collège, mais j'avais vu, tu m'avais dit que t'avais fait une formation complémentaire aussi, et du coup, qui était c'était quoi? C'était en 6 mois, j'ai dit C'était en 3 mois. C'était en 3 mois, et donc quel était le contenu de cette formation complémentaire? Est-ce qu'elle t'a été bénéfique ou alors c'était juste pour obtenir en quelque sorte une certification te permettant de candidater à des jobs? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle un coding bootcamp. C'est une formation privée que j'ai auto-financée et qui n'est même pas certifiante, tu vois, donc c'est comme si j'avais rien fait finalement.
Mais le concept de la formation, c'est apprendre à programmer juste assez pour trouver le premier job. Et à partir de là, continuer de s'auto-former et apprendre sur le tas. Donc c'était une formation intensive. Celle que j'ai faite, c'était la plus intensive que j'ai trouvée. C'est pour ça que j'ai choisi. C'était 6 jours par semaine, 11 heures par jour en 3 mois. Une fois qu'on a fait des charrettes d'archi, tu vois, ça va. Easy. On peut tout faire. C'est ça. Et ouais, j'ai fait ça du coup il y a 4 ans. À l'époque, c'était moins commun qu'aujourd'hui, je pense. Mais ouais, c'est une possibilité. Mais est-ce que c'était nécessaire, tu penses, de faire ça? Oui et non, parce que tu peux tout apprendre, toi-même. Du moment que tu as un ordinateur et que tu as une connexion internet, tu peux tout apprendre. Mais pour moi, c'était important de se mettre dans un milieu où il y a une structure en fait, avec des présentations, des cours, des projets et comment on dit, un curriculum Mais en français. un corpus de cours. Ouais, genre, enfin, t'as un parcours à suivre qui te dit, ben voilà, maintenant tu commences par apprendre ça, après tu vas faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et à la fin, tu sais juste assez pour trouver le premier job. Donc toutes les semaines, on avait des cours et après on avait des exercices. À la fin, tu fais un projet seul. Tu faisais un projet où tu travaillais sur le projet de quelqu'un d'autre en fait, pour t'apprendre à gérer un code qui n'est pas le tien en fait. Et après, tu avais un gros projet en groupe de 2 semaines. Enfin, gros projet, tu vois, entre guillemets, parce que finalement, c'est des choses assez petites. Et à la fin, ouais, t'as une journée où t'as des entreprises qui viennent de Barcelone, en général, pour essayer de recruter des gens. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier job. Donc, j'ai fini la formation, c'était un jeudi, je crois qu'on avait cette journée. Et le lundi, j'avais mes premiers entretiens avec 3 boîtes. Et le vendredi, j'avais un job. Efficace. Pour revenir un petit peu à l'architecture, tout à l'heure on a parlé d'architecture paramétrique, de choses comme ça. Est-ce que c'est... en fait, tout ce qui est architecture paramétrique, BIM, les outils d'optimisation ou de simulation, etc., appliqués à des projets d'architecture, peuvent nécessiter des compétences en développement logiciel, donc que ce soit pour leur utilisation avancée ou leur création tout simplement. Et du coup, est-ce que toi, dans le futur, tu pourrais devoir revenir vers des choses plus liées à l'architecture, par exemple devenir développeur chez Adobe ou chez Autodesk pour faire des versions de Revit potables ou des choses comme ça, ou alors là maintenant t'as vraiment décidé d'aller dans ce domaine de la programmation et dans des choses qui sont complètement différentes de l'architecture finalement? Ou alors, est-ce que dans un coin de ta tête, tu te dis « Ah oui, je pourrais plus tard revenir faire des choses plus liées à ce monde de l'architecture ». Alors, faire des choses en lien avec l'architecture, oui. Faire un travail d'architecte en agence, je pense pas, pour l'instant. Non, c'était pas architecte en agence, mais c'était... Je précise, ouais. Et du coup, ton exemple, c'était Revit, donc Autodesk. Et je pense pas pour des grandes boîtes comme ça. Parce que par exemple, pour construire AutoCAD ou Revit, ça demande des connaissances vraiment spécialisées que je n'ai pas. Et les acquérir, ça m'intéresse pas forcément. Et dans une boîte aussi grande, je pense qu'il n'y a pas forcément de rôle qui allie les compétences d'architecte et de software ingénieur. Donc chacun est vraiment spécialisé dans son rôle. Et donc moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est faire du développement, donc construire, pas juste un consultant pour quelqu'un qui est architecte et qui dit ouais, on pourrait faire ça comme ça, etc. Par contre, faire des choses en lien avec l'architecture pour des petites boîtes, ça m'intéresse et j'ai failli le faire. J'ai failli travailler pour deux startups qui ont un lien avec l'architecture, dont une qui a été achetée par Autodesk d'ailleurs, donc techniquement je travaillerai pour Autodesk. Et dans cette voie-là, donc, il y aurait des rôles qui permettent d'allier les deux capacités, mais pour l'instant il n'y a pas eu, je dirais, une intersection suffisante entre leurs besoins présents et ce qui m'intéresse de faire moi, tu vois. Donc il y en a une, je suis encore en contact avec elle. Et maybe un jour. Ouais, mais c'est pour ça, parce qu'il y a plein de petits... Enfin là, par exemple, pendant mon Erasmus, on a utilisé pléthore de petits plugins pour Rhino qui faisaient des choses très spécifiques, des simulations de lumière, des simulations de choses comme ça. Donc c'est là, je vois un lien avec l'architecture, mais du coup, si t'as toujours ça en coin de la tête... C'est juste ce que je voulais savoir. Ce serait pour quelque chose de ce genre-là. Après, je dirais que je suis aussi dans une phase d'exploration du monde de l'informatique, tu vois. Donc, ce que je fais pour l'instant, ça me plaît. Donc, j'ai pas vraiment de raison d'en changer pour un inconnu, en fait. Ok.
Et après, on a commencé à en parler un petit peu quand on a fait l'analogie entre l'architecture et le monde informatique, mais est-ce que t'es arrivé, parce que je t'ai envoyé les questions en avance, donc t'as peut-être eu le temps d'y réfléchir, mais est-ce que tu sais, t'as réussi à déterminer en quoi tes études d'architecture te servent au quotidien en quoi ça te distingue d'un autre software engineer qui n'aurait pas fait d'architecture avant? Ouais, bonne question. Donc, on a déjà évoqué le fait que finalement, une ville, c'est un système, et comme un système informatique, tu vois, la manière de penser, elle est similaire, hein, même si les connaissances sont différentes. Donc, je pense que la manière de penser d'un architecte, elle est adaptée au travail de software engineer. Et peut-être qu'il y a quelque chose, un petit plus, ouais. C'est un architecte, forcément, il a de l'empathie pour ses utilisateurs, les gens qui vont utiliser son bâtiment. Il faut qu'ils puissent imaginer comment ils vont utiliser, Se projeter. se projeter, ouais. Donc, je dirais que pour moi aussi, c'est assez facile d'imaginer les utilisateurs des logiciels que j'écris. Peut-être que c'est un point qui différencie, ouais. Donc, ça peut être à la fois un logiciel, une application que tu as sur ton téléphone, mais ça peut aussi être un logiciel de ligne de commande. Mais il y a aussi une interface à l'utilisateur. Donc, il faut aussi se projeter dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'espace, encore une fois. Ouais, mais j'ai vu qu'il y a pas mal justement d'architectes qui se reconvertissaient en design d'interface utilisateur. Pas spécifiquement en code, mais vraiment à faire des maquettes d'interface utilisateur pour des entreprises. Après, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que parfois quand je suis confronté à un système complexe, pour me l'approprier, j'imagine ses composants comme si c'était dans l'espace en fait. Donc il y a cette séquence, les données commencent là, et puis après elles vont là, et puis quelque chose dans l'espace, tu vois, comme une béquille intellectuelle. Et je pense que tous les gens qui ont des parcours différents avant de se diriger vers l'informatique, ils peuvent puiser dans leur domaine précédent ces sortes de béquilles intellectuelles. Et j'ai un autre exemple intéressant aussi, c'est mon ancien boss qui avait un master de biologie avant de devenir développeur. Il me disait que lui, quand il imaginait un système informatique, c'était comme des cellules qui se parlent entre elles. Donc ouais, c'est des béquilles intellectuelles pour visualiser quelque chose qui finalement est abstrait et n'a pas de réalité matérielle. Et ça te manque ou pas d'avoir des trucs un peu plus tangibles, ou alors t'aimes bien travailler sur du complètement virtuel et immatériel comme ça, qui finalement est surtout dans ta tête? Alors, moi, ça manque un petit peu de travailler avec l'espace, je vais pas mentir, hein. Mais ce qui me plaisait le plus dans le métier d'architecte, je pense que je le retrouve aussi dans le métier des développeurs. Donc évidemment, oui, il y a tout le côté sensible des matériaux, de l'espace, de pouvoir l'expériencer soi-même qui manque. Mais finalement, développeur, c'est aussi un métier où tu es extrêmement créatif. Donc ça, c'est un checkmark, on l'a toujours. Et je pense que la satisfaction que tu as quand tu es architecte et que tu fais vraiment un projet qui te plaît, qui est bien, tu le retrouves aussi quand tu es développeur. Par exemple, souvent, on va parler de l'élégance d'une solution, d'un logiciel. Enfin, on va parler de l'élégance d'une solution parce que c'est une partie d'un logiciel sans large terme. Et donc, l'élégance, tu vois, même si la définition, c'est quelque chose d'un petit peu personnel, tu peux dire que c'est quelque chose qui est conçu intelligemment, où tous les éléments ils s'emboîtent très bien, qui serait facile à comprendre pour l'utilisateur et pour le développeur qui va venir travailler dessus après toi. Genre, Ok, c'est un truc optimal ouais. le minimum de lignes de code, maximum d'effets en quelque sorte. Pas le minimum. Pas forcément, mais parce que parfois, plus de code, c'est mieux, tu vois. oui, les plus intelligentes et les sous-catégorisations les plus intelligentes, Ouais. c'est les plus compréhensibles. Quand tu arrives à faire ça, tu vois, c'est un petit peu la même sensation que tu as quand tu es architecte. Et tu fais tes plans et tes coupes, et tout s'emboîte bien, genre, comme si tu découvrais le bâtiment au fur et à mesure que tu le dessines. C'est une belle analogie. Félicitations. Et du coup, si on revient, parce que ça fait... Enfin, je sais pas avec les silences coupés combien ça fera de temps qu'on parle, mais si on revient un petit peu à tes études d'architecture, c'est une question que j'ai jamais trop posée aux personnes, mais c'était quoi tes motivations initiales pour rejoindre les études d'architecture? Ouais. Pourquoi au lycée t'es parti en école d'architecture? Alors je sais pas si tu devras le mettre dans le podcast, mais moi, après le lycée, au lycée, je voulais tout faire, et je voulais pas choisir quelque chose de particulier.
Mais à un moment, j'étais obligé de choisir, donc j'ai même pas commencé par architecture, quoi. J'ai fait d'abord médecine, que j'ai loupé, et je me suis dit, putain, médecine, en fait, ça m'aurait plu, mais finalement, enfin, c'est pas ce que je voulais, enfin, j'étais pas adapté à la pratique, je pense, finalement. Donc j'ai fait l'INSA, et j'ai choisi architecte, parce que je pensais que c'était le truc le plus... rester dans le truc le plus général possible, tu vois. Mais tu le savais, toi, déjà, à l'époque, que c'était généraliste architecte? Ouais, j'avais déjà fait des stages, le stage de troisième, j'avais fait chez un architecte, et j'avais travaillé chez un architecte un été au lycée aussi. Donc j'avais déjà une petite idée, tu vois. Je me suis dit, finalement, ça peut être pas mal, ça. Ouais, donc finalement, cette reconversion, elle arrive pas de nulle part, quoi. C'est-à-dire que si on fait une frise chronologique de ta vie, à chaque endroit, il y a des nœuds où potentiellement ça peut aller dans toutes les directions, quoi. Après, ouais, pour l'instant, ça va. Le développement, ça me va. C'est Jusqu'à quand? c'est vrai que c'est pas exclu pour de changer un moment, mais après, je pense que ce qui a... Je vais revenir sur un truc je crois qu'on a déjà évoqué, mais c'est intéressant d'en parler aussi, j'étais un petit peu frustré de l'architecture dans le sens où c'était trop toujours la même chose, tu vois. Et je pense qu'en informatique, en fait, le panel de sous-domaines que tu peux faire, il est beaucoup plus large. Et si jamais je m'ennuie dans mon travail actuel, bah, je peux toujours changer vers un autre domaine de l'informatique, que ce soit un changement de technologie que j'utilise, ou un changement de boîte ou de mode de type de logiciel final, on pourrait dire. Mais ça, pour le coup, bah, c'est quelque chose que je découvre depuis un an, parce qu'avant, je pensais que justement, on pouvait faire que architecte ou globalement ouais, de la maîtrise d'œuvre après les études d'architecture. Et en fait, en lançant ce podcast, je suis en train de me rendre compte que même si on reste dans des domaines liés à l'architecture et qu'on fait pas complètement des embranchements comme toi, en fait, même en architecture, enfin, ça m'a rassuré parce que même en architecture, tu peux trouver des domaines assez variés et des choses auxquelles se raccrocher assez variées. Et Ouais, même dans la diversité des métiers, que du coup j'ai découvert tout ce qui est enfin, les métiers de conseil, les métiers de programmation, les métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage, le réemploi, des choses comme ça. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup rassuré justement sur l'architecture sur ce point. C'est qu'aussi, je me dis que maintenant, c'est la même réflexion que toi, je me dis, si jamais je suis dans un truc, je sais que je peux faire un demi-tour complet. Par exemple, au premier semestre, là, j'ai fait de la recherche à l'EPFL sur les effets non visuels de la lumière. Donc c'est vachement lié au domaine médical, ça même. Et vraiment, je trouve ça absolument fantastique. Donc, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est plus... je pense que pour nos études, en fait, t'es très centré sur l'architecture parce que c'est qu'avec des gens que tu côtoies, etc. Et donc tu te projettes que dans cette optique-là. Mais maintenant que je travaille, du coup, je rencontre plein de gens, je me rends compte qu'il y a une diversité de parcours assez incroyable, même en dehors des gens, enfin, des gens qui ne vont pas faire architecture à la base, tu vois. est-ce que c'est un truc de notre génération, ça aussi? Je pense que ouais, c'est beaucoup plus facile de changer maintenant qu'avant, c'est plus accepté. Ce qui veut pas dire que c'est forcément facile de changer, de faire un changement radical, tu vois. Mais si tu veux le faire, ça en vaut la peine. Non, mais parce que forcément, il y a des métiers qui demandent des compétences, etc. Donc, enfin, et de l'expérience. Donc, enfin, c'est possible dans une certaine mesure, j'imagine. Ouais. Et Attends, je t'avais envoyé. ouais. Ouais, vas-y. Alors, je sais pas si tu veux le faire maintenant, mais en fait, je crois qu'il y a un topic d'actualité. On a déjà parlé de l'influence de l'architecture sur l'informatique ou pas? Non, Bah, si tu veux poser une question sur ça, j'ai une bonne réponse d'actualité. mais tu peux t'auto-poser la question et auto-faire la réponse si tu veux. C'est un podcast ouvert. C'est un podcast ouvert, ça marche. Du coup, on avait dit que l'informatique, c'est un domaine jeune, du coup, qui s'inspire de beaucoup de domaines différents, dont l'architecture. Comme par exemple, on parle de software architecture comme une métaphore pour le fait de faire un travail d'architecte par rapport au domaine du software. Et il y a d'autres influences. Donc, je sais pas si tu connais l'architecte et urbaniste Christopher Alexander. Pas du tout. Ok. Je peux ouvrir un onglet. Je sais pas où j'ai mis mon portable, mais tu peux parler pendant que je cherche. Je vais t'expliquer. Hein. Du coup, c'est d'actualité parce que donc c'est un architecte et urbaniste américain. Et c'est d'actualité parce qu'il est mort cette semaine, donc c'est vraiment triste. Mais dans les années 70, il a écrit un livre qui s'appelle A Pattern Language, qui a influencé l'informatique de manière assez conséquente.
Donc, a pattern language, il définit un ensemble de design patterns. Donc, chaque pattern décrit un problème et le principe de la solution. Qu'ensuite, tu peux adapter ce principe à chaque situation que tu rencontres finalement. Donc, c'est un système pour concevoir et gérer des systèmes complexes. Lui, il l'appliquait uniquement à l'espace, mais il y en a d'autres qui se sont inspirés de son travail pour l'informatique. Donc, de mémoire, un de ces design patterns, pour te donner un exemple, tu vois, c'est a place to wait, un endroit pour attendre, et ça englobe à la fois les arrêts de bus et les salles d'attente avant une chirurgie. Et donc, il te définit, voilà, pour faire a place to wait, ça, c'est des bonnes solutions, des bonnes techniques et des bonnes références pour s'en inspirer. Mais donc quand il donne des références, lui, c'est des références uniquement spatiales. Ouais, c'est Ok. uniquement spatial, c'est inspiré à la base des villes médiévales, et à chaque fois, il cherchait des références dans tout ce qui est, enfin, tous les espaces spatiaux hein, qui se sont développés de manière organique, donc toutes les villes médiévales, etc. Super livre, je le recommande. Il est vraiment long, mais il vaut le coup. Et du coup, maintenant, nous voici en 2022 où The Place to Wait is a fenêtre sur Zoom avec écrit l'hôte de la conversation va vous faire entrer dans la salle. C'est ça. Il y a un autre de ces design patterns qui s'appelle Window Place, donc t'es vraiment pile dedans. Et donc, pour revenir sur le sujet de son influence sur l'informatique, je crois que c'était 20 ou 30 ans après son livre, il y a des chercheurs qui se sont inspirés de son travail pour proposer des design patterns, mais appliqués au software. Et donc, on parle aussi d'une solution réutilisable dans un certain contexte ou dans un certain problème. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu parles de design pattern comme ça facilite la communication, parce que du coup, tu sais exactement de quoi la personne parle, tu sais quels avantages ça a, tu sais si tu peux l'appliquer à cette situation particulière, et tu sais quel compromis tu fais en adoptant cette solution. Et ça aussi, ça te permet de pas, à chaque fois, de venir réinventer la roue. Donc tu gagnes du temps parce que tu sais, voilà, je fais ça et ça va marcher. Alors par exemple, en informatique, et pour rester dans le thème de l'architecture, un design pattern, c'est la façade. La façade, tu l'appliques quand tu as un système externe, complexe, mais que tu as besoin seulement d'une petite partie de ses fonctionnalités. Donc tu fais une façade qui est une interface simplifiée pour interagir avec ce système. Et l'avantage, c'est que du coup, dans ton système à toi, tu utilises seulement la façade pour faire cette interaction. Et si le système extérieur change, tu as seulement besoin de changer l'implémentation de ta façade plutôt que de changer chaque endroit du code où tu as utilisé le système extérieur. Et comme c'est un design pattern, c'est aussi entièrement indépendant par exemple, de ton langage de programmation, donc réutilisable dans pas mal de situations différentes. Et tu as parlé de réinventer la roue, et ça, c'est vraiment. Bon, après, c'est en école d'architecture, il y a vraiment tout justement cette notion de. On nous pousse à réinventer la roue. Hmm. C'est-à-dire qu'on va se réinterroger sur des places de salle de bain, des choses comme ça. Bon, après, plus les études avancent, plus on se rend compte que finalement, les salles de bain dans les logements de promoteurs, elles sont pas si mal placées que ça, mais faut pas le dire. Mais il y a quand même une grosse culture de réinventer la roue en architecture. Et j'étais persuadé qu'en ingénierie, il y avait un petit peu ça, qu'il y avait un petit peu l'honneur d'inventer des solutions nouvelles, de pas trop copier du code sur Stack Overflow ou je sais pas quoi. Mais finalement, en fait, quelle, quelle est la culture finalement? C'est plutôt une culture de réutiliser des blocs existants pour construire un truc nouveau, comme tu viens de le dire, ou alors il y a quand même une certaine culture de réinventer la roue, même au sein du monde informatique. Je dirais il y a les deux, tu vois. Réinventer la roue, c'est vachement bien pour apprendre, en fait. Je pense que quand ils font des études informatiques, ben, ils vont venir réimplanter des choses déjà existantes. Et moi, pour continuer à m'auto-former, je fais ça aussi. Donc je prends un système existant, je le simplifie à l'extrême, et je vais essayer de reproduire ses fonctionnalités pour comprendre comment ça marche. Mais une fois que tu as un système où tu comprends comment ça marche, parce que l'important c'est quand même comprendre comment ça marche, pour savoir avantages, inconvénients, compromis, etc. Le coût aussi. Une fois que tu as un système que tu comprends comment ça marche, il n'y a pas d'avantage à venir le réinventer si tu n'as pas un besoin absolu de le faire, plutôt que d'utiliser une solution déjà faite, qu'elle soit open source, donc tu as juste à appeler une nouvelle librairie, ou à payer quelqu'un un logiciel spécifique qui est déjà spécialisé pour le faire pour toi.
Donc maintenant, aujourd'hui, faire un système informatique depuis zéro, ce serait extrêmement complexe. Tu utilises forcément le code de quelqu'un d'autre. Oui, ça veut dire que par exemple, si tu fais, admettons, des exemples que je connais parce que je suis pas super calé en code, mais tu fais un site internet, c'est-à-dire que si tu veux lancer des vidéos, bah, tu vas utiliser la solution de quelqu'un qui a créé une interface pour lancer des vidéos. Si tu veux faire du shopping, bah, tu vas utiliser le code de quelqu'un qui a déjà fait tous des outils pour gérer les paniers, les choses comme ça. C'est ça, ouais. Bah, Ouais, ok. ou par exemple, une base de données. Soit c'est quelque chose que tu vas héberger sur tes serveurs à toi, mais tu vas utiliser une solution déjà existante. Tu vas pas refaire une base de données depuis zéro, ce serait... Il y a une phrase qui m'a marqué, en fait, c'est quand j'ai commencé dans ce métier. C'est si t'es pas à Google, t'en as probablement pas besoin. Et en fait, c'est vrai qu'il y a cette tendance en informatique de dire ah, si Google le fait, faut absolument qu'on fasse la même chose. Mais en vrai, tu vois, c'est stupide. Genre, Google a des besoins extrêmement spécifiques. C'est le plus grand système distribué du monde. Et peut-être que toi, juste le truc normal, ce serait largement suffisant sur plusieurs heures de grandeur, tu vois. Donc, réinventer la roue, je pense, pour résumer, c'est vachement bien pour apprendre. Et du coup, je pense vachement bien de le faire dans tes études d'architecture. Mais une fois que tu pratiques, en fait, tu vas forcément utiliser des choses faites par d'autres. Tu vas jamais travailler en isolation, finalement. Ouais, mais du coup, c'est dans la culture globale du truc et en fait, ça marche comme ça. En fait, c'est aussi d'un point de vue économique, tu vois. Genre, Oui, oui, bah logique. une boîte, elle vend un logiciel extrêmement spécifique. Donc, par exemple, mon premier job, c'était la sécurité d'un API en ligne. On n'a pas d'intérêt à venir réimplémenter une base de données ou n'importe quoi, tu vois. On payait même plus cher que ce qu'on aurait pu pour qu'une boîte gère nos serveurs à notre place. Parce que notre corps le business, c'était uniquement le logiciel de sécurité. Et donc, le reste, peu importe, tu vois. J'ai une analogie un petit peu foireuse, ça serait pour le meilleur et pour le pire, bien sûr, mais en architecture, tu vas pas réinventer les techniques constructives à chaque fois. C'est ça. Bah, le béton, tu fais du béton parce que... Enfin, tu sais comment faire du béton, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. C'est-à-dire Ouais. que tu Ou une sais structure acier. comment bien faire du béton, du coup, on va en mettre partout. Et bah justement, il y avait t'as parlé d'une phrase qui t'avait marqué pendant ton début de carrière informatique. Et je t'avais demandé aussi si tu te souvenais d'une phrase ou d'un échange en particulier qui t'avait marqué au cours de tes études et qui aurait pu impacter ton parcours, justement, ton changement de parcours. J'en ai une très bonne. C'était au début de A5 et je cherchais mon PFE. Et au début, j'étais parti sur quelque chose où il y avait que de l'architecture paramétrique et je voulais faire que ça en fait. Et du coup, j'en parlais à des profs et il y en a un qui m'a dit quelque chose comme souviens-toi que dans cette école, on forme des architectes, pas des développeurs informatiques. Je dis ok. Et finalement, j'ai choisi un sujet de PFE où je faisais uniquement l'architecture et pas du tout de paramétrique ni d'algorithmique. Et ça s'est bien passé finalement. Ouais, c'est marrant. Je serais curieux de savoir si la mentalité des profs est toujours la même, de dire on forme des architectes. Ici Somme du montage. Eh bien la réponse est non. J'ai discuté quelques jours après cette interview avec une responsable du département architecture de l'INSA Strasbourg qui m'a confirmé que leur volonté est de former à l'architecture et non pas à être architecte. Et d'après elle, c'est le discours qu'on nous aurait tenu en première année. Mais bon, comme les années d'après, on nous a martelé que le projet était la chose la plus importante du monde, qu'il fallait dormir architecte, se brosser les dents architecte, se doucher architecte. Ça a peut-être contribué à me faire oublier le discours de première année. Excusez-moi, voilà. Mais je voudrais pas me prononcer, hein, surtout. Non mais on est où là ? Calme-toi. Je suis très calme. Parce que la semaine dernière, j'étais à une conférence de l'UNEAP. Justement, il y avait une conférence de Odile Deck et quelqu'un que je ne connaissais pas. Il s'agit de Richard Scoffier, critique d'architecture et enseignant dans certaines écoles parisiennes, qui ont eu un débat sur ça et qui disait on forme des étudiants en architecture mais on ne forme pas des architectes. Du coup, je serais intéressé de savoir si à l'INSA c'est toujours... Enfin là, il t'a vraiment dit on forme des architectes. Ouais, après peut-être qu'il a dit on forme à l'architecture, je me souviens plus du terme exact, mais bon, enfin tu vois l'idée. Mais en vrai, il avait raison, tu vois, enfin... Le critère d'évaluation du PFE, oui, au final, pour cet exercice c'est l'architecture, spécifique, oui. pas le moyen d'y arriver. Ok. Et pour poursuivre dans les études,
encore une fois, là, d'après mon timer, rien n'est coupé encore, mais on parle depuis 59 minutes. Si t'avais le Léon du passé devant les yeux, soit qui est en terminale, soit qui est en architecture et qui comprend pas pourquoi il est là, ou alors qui se pose des questions sur son avenir, ou alors n'importe quand dans ta vie. Si à un moment tu pouvais te téléporter dans le passé, au choix, et avoir le Léon du passé devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Et est-ce qu'il serait content de te voir et de voir ce que tu es devenu? Mais sinon, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Lui conseiller pour sa vie future? Ouais, c'est une question difficile, tu vois, parce que parfois je me pose la question de est-ce que j'aurais dû faire un autre choix d'études? Parce que ça aurait été plus facile de faire l'informatique dès le début plutôt que de s'auto-former maintenant, même si j'y prends le plaisir à le faire maintenant. Mais Est-ce que personnellement ça t'aurait autant apporté? Parce que je sais que moi les études d'architecture c'est ça, tu vois, la elles m'aident à me question. construire. Moi, ça m'a immensément apporté les études d'architecture. Donc en fait, je sais pas si la question elle est vraiment saine à se poser, tu vois. Au point où j'en suis moi, du coup, enfin, j'ai fait ces études et je suis à ce point-là de ma vie et de ma carrière. Et si j'avais fait un autre choix, peut-être que ça aurait été mieux, mais peut-être que ça aurait pu être bien pire, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, bah, tout va bien, je suis content, j'habite dans une belle ville, je fais des choses intéressantes tous les jours. Enfin, j'ai pas à me plaindre. Non mais en fait cette question c'est surtout un prétexte parce que tout le monde répond qu'ils ont envie de rien changer parce que j'ai aussi un biais, c'est que j'interviewe que des gens qui sont épanouis, mais c'est juste pour finir sur une note positive où les gens disent ah je changerai rien, je suis quand même content là où je suis et je suis hyper épanoui. Ok, attends, je vais le tourner de manière positive. Ou en général c'est des petits trucs. Non mais c'était positif ce que t'as dit, Ouais, non, c'est vrai, c'est positif. t'as dit que t'étais à une bonne place et que bah t'as pas de regrets visiblement. Mais en général, sinon, ils cherchent des petits trucs de ah, j'aurais voulu. Peut-être, je dirais de s'entraîner à dessiner un petit peu plus pendant les études, des choses comme ça. Mais globalement, c'est pour finir sur une note positive. Si le Léon lycée, il aurait dû acheter des bitcoins, parce que maintenant, il a plus besoin de travailler. Alors là, on va lancer un débat environnemental. Parce que... Ça, tu mets pas dans le podcast, mais c'était intéressant, c'était rigolo à faire comme blague. Parce que faut pas me lancer sur la blockchain et tout, moi. Alors, je déteste ça aussi, mais bon, c'est vrai. Non, on avait dit qu'on finissait sur une note positive, Léon. Qu'a-t-on fait? Mais attends, je vais regarder ce que j'avais. Est-ce que j'ai des notes? Est-ce que j'ai un truc positif? Oui, carte blanche. Si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine, je t'en prie. Je sais pas si tu veux parler du rythme de vie, même si là, ça fait longtemps qu'on parle. Oui, on peut. J'ai oublié de la mettre dans mes notes, mais on peut parler des différentes de rythmes de vie. Et du coup, le rythme de vie en général, t'as du temps à toi ou alors il y a vraiment des urgences justement à régler des fois et qui te font faire des charrettes en informatique. Est-ce que ça existe la charrette dans ton domaine? Alors, oui et non. Parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais travaillé en dehors de mes horaires de bureau. Donc en Espagne, c'est 38 heures. Enfin, techniquement, c'est 40, mais en général, moi, j'ai toujours fait 38 heures ou moins. Et donc, il y a encore deux éléments pour répondre à ta question. Le premier, c'est que des charrettes, oui, ça peut exister. C'est-à-dire que on s'est imposé, on s'est auto-imposé une deadline et on va essayer d'y arriver. Mais finalement, tu vois, c'est une deadline qui est auto-imposée. Donc si on n'arrive pas, ben, c'est pas grave, on fait ça la semaine prochaine, tu vois. Mais donc t'as peut-être pas la même pression sur les épaules que quand t'as le rendu du concours. C'est ça, en fait. En fait, on fonctionne par ce qu'on appelle par période de 2 semaines. Donc c'est un sprint. C'est une manière de travailler en architecture. Donc un sprint, c'est 2 semaines. Au début, tu vas définir ce que tu fais pendant tes 2 semaines et tu essaies d'arriver au bout à la fin. Mais si tu n'arrives pas au bout des tâches que tu t'es fixées pour les 2 semaines, c'est pas grave, tu mets ça pour la prochaine. Et après, travailler en dehors des horaires de bureau, moi j'ai jamais fait. Il y a des boîtes où tu peux être ce qu'on appelle on-call, donc c'est être de garde. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine période, donc ça peut être, je sais pas, par exemple une semaine toutes les 6 semaines, ou une semaine par mois, etc. Où il faut que tu sois disponible dans un temps donné pour régler des problèmes s'ils arrivent. Et moi, j'ai toujours choisi des jobs où j'avais pas à faire ça. Et après, le rythme de vie, du coup, il est assez cool, pas de charrette, pas tellement de pression, comme les deadlines sont auto-imposés, tu vois.
Donc c'est... Et passer toute la journée devant un ordinateur, je sais que c'est une question qui revient souvent dans mon entourage de ouais, j'ai pas envie de faire de l'archi, passer toute la journée devant un ordinateur. Donc ça, c'est vrai, c'est encore plus que l'architecture, genre beaucoup plus. C'est un métier de bureau, toujours sur ordinateur, donc faut pas avoir de problème à se passer beaucoup de temps devant. Et je pense que c'est encore plus maintenant qu'avant, comme tout est remote. Et t'es en 100% télétravail, toi, même en temps Ouais, normal? ouais, c'est un thème qui revient souvent maintenant chez les développeurs, c'est que ça existait déjà avant la pandémie. Il y avait peu de boîtes qui acceptaient que tu sois full remote. Et depuis la pandémie, je me suis dit, putain, mais c'est génial de sortir du lit. Et puis voilà, j'ai pas besoin d'aller au travail. Je peux juste commencer quand je veux. Juste allumer mon ordinateur. Donc, ouais, full remote. Je crois que Mais les depuis. contacts avec les collègues, etc., ça te manque pas un petit peu quand même? Si, mais du coup, on a le contact virtuel. Le contact quotidien, en fait, on peut tout faire en asynchrone. On n'a pas un besoin express d'avoir une communication constante ou on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous pour dire ah, comment je fais ça. Tu peux juste lui envoyer un message et dire si t'as 5 minutes, blablabla. Ah non, c'était plutôt vis-à-vis de la Ouais. pause café, du baby-foot. Non, Où ça c'est important et ça dépend des gens. Moi, j'y vais parfois à la boîte. Enfin, pour être honnête, j'y vais seulement s'il y a un plan pour boire un verre ou manger ensemble. En fait, je regroupe toutes mes pauses, je fais pas de pause pendant la semaine, ensuite je les regroupe toutes le vendredi. Je vais à la boîte pour faire une Ah journée non, de parce que le pause. vendredi, on travaille pas en fait dans ma boîte. Ah Du coup, merde. le vendredi, rester à la maison pour après faire ce que tu veux. Mais en général, on y va le mercredi. Et le mercredi, en fait, c'est vrai que quand j'y vais, bah, du coup, ouais, c'est voir les collègues, on fait des pauses café, il y a des meetings plus en direct. Et après, je note que je suis moins productif le mercredi quand j'y vais que quand je reste chez moi. Beaucoup moins productif. Mais tu es peut-être plus heureux du coup, comme t'as un peu de contact humain. Ouais. Après, le contact humain, enfin, c'est. T'as tes Non, non, collègues, mais ça dépend des gens, ça. ça Pour le dépend coup. des Je gens, sais tu que mon vois. frère, il était en CDD dans une boîte au début de la pandémie et ça l'a un peu affecté quand même de Hmm. pas avoir le temps de découvrir ses collègues, quoi. Après, je suis d'accord avec toi, et je pense que ça manque à beaucoup de gens. Moi, le contact humain, je l'ai aussi à travers des gens qui sont pas mes collègues. C'est-à-dire qu'avec les pandémies, je me suis fait des potes dans mon quartier avec mes voisins. Et une fois par semaine, par exemple, j'ai toujours des gens dit et ça te dit on va se faire une terrasse, on va se faire un petit resto. Et puis comme ils sont littéralement à 50 mètres de mon appart, eh ben, on a juste à descendre et puis on va manger ensemble. Et... Donc, moralité, ayez des amis. On a dit qu'on finit sur une note positive, putain. Mais c'est positif. Ouais, mais du coup, ouais, je pense que c'est une manière de s'adapter en fait au full remote. Et après, t'as des libertés du coup que t'as pas en présentiel. Genre par exemple l'année dernière, je suis allé travailler 3 semaines des îles Canaries, donc c'était pas mal, tu vois. Enfin, comme plus comme c'était, ouais, travailler des îles Canaries, tu vois. Voilà, bref. Oui, c'est pas mal. Mais J'arrive à me projeter. j'ai Même des, si c'est un j'ai des- podcast audio, je crois qu'on arrive j'ai des potes à qui se vont projeter. à Majorque. Avant que je me casse la jambe, on avait un plan de passer 3 semaines à la montagne, du coup, travailler le matin et fin d'après-midi à faire de l'escalade. Et bon, ce sera assez reporté pour dans quelques mois, mais ça va se faire. Ça va, t'as des projets de vie, tes perspectives pour les années et les mois à venir sont pas trop sombres, ça va. Donc on termine effectivement sur une note positive. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. C'était vraiment super intéressant. Ok. Vraiment. Donc merci beaucoup. Bah, merci Et à toi de m'avoir accueilli virtuellement. maintenant on fait des duplex à l'international. C'est incroyable. Je suis en train de me développer, d'avoir un reach global. mais, mais voilà, merci beaucoup pour cette interview. Et voilà. Et merci à toi, auditeur, d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu te demandes à quoi Léon et nos invités en général ressemblent, rends-toi sur notre compte Instagram @iquitect sur lequel Louise Guenemery dresse le portrait de tous les invités. Merci à Simon Tsika et Darius Afshar pour la musique du générique. Et on se retrouve peut-être un jour pour un autre épisode, je ne sais pas, sans doute à l'été, parce que là j'ai un mémoire, j'ai plus trop le temps. Ah oui, donc tu fais plus aucun effort. Bravo.
Bravo Nils, super pour le podcast, génial.